Pas un bonjour, pas un salut, as-tu déjà fait le virement, c'est ainsi que ma belle-fille m'a parlé. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu Jean-Pierre, juste ces quelques mots lancés comme si j'étais une banque qui avait manqué un dépôt prévu. Je me tenais dans ma cuisine, le téléphone pressé contre l'oreille, regardant le givre qui recouvrait encore lourdement les arbres du jardin. C'était un mardi de février. Je m'en souviens parce que je venais de rentrer après avoir déneigé le perron et mes bottes goûtaient encore sur le paillasson. J'avais 63 ans, récemment retraité après 31 ans en tant qu'ingénieur civil pour la ville de Lyon, et l'on venait de me demander, non, on ne me demandait pas, on m'informait qu'une somme d'argent était due. L'argent dont elle parlait représentait 320 000 €, mon argent, mes économies de retraite, l'argent que j'avais investi dans le projet d'entreprise de mon fils Benoît 18 mois plus tôt quand il était venu me voir avec un plan d'affaires. Les yeux brillants et le rêve d'ouvrir une microbrasserie et un bar de dégustation dans le quartier de la Croix-Rousse. Il avait des tableurs. Il avait des projections. Il avait déjà à moitié négocié un bail pour un ancien entrepôt réaffecté sur le boulevard de la Croix-Rousse. Ce qu'il avait aussi, bien que je ne l'ai pas pleinement compris à l'époque, c'était une femme nommée Chloé qui avait des idées très précises sur la façon dont cet argent circulerait et très peu d'intérêt à m'inclure dans les décisions une fois le transfert effectué. Mais je brûle les étapes. Laissez-moi revenir là où tout a vraiment commencé. Benoît est mon fils unique. Sa mère, mon épouse Françoise, est décédée d'un cancer des ovaires il y a 11 ans quand Benoît en avait 26. Ces premières années après sa perte ont été difficiles pour nous deux de différentes manières. Benoît s'est plongé dans le travail, puis dans les voyages, puis finalement dans une relation avec Chloé qui a évolué très vite, plus vite que ce que je pensais raisonnable. Mais j'ai gardé cette opinion pour moi. Ils se sont mariés moins de 14 mois après leur rencontre. Je suis allé à leur mariage, j'ai souri sur chaque photo et je me suis dit que l'important était que mon fils soit heureux. Chloé était assez agréable pendant ses premières années, organisée, vive, le genre de personne qui semblait toujours effectuer un calcul en arrière-plan de chaque conversation. Elle travaillait dans le marketing. Elle avait des avis sur l'image de marque, sur la réputation, sur la perception des choses de l'extérieur. J'ai remarqué assez tôt qu'elle avait une manière de diriger les conversations sans paraître le faire. On pensait prendre une décision soi-même et l'on se rendait compte plus tard que la destination avait été choisie avant même de s'être assis. Pourtant, je me disais que j'étais injuste. Elle rendait Benoît heureux. Ils ont quitté Paris pour revenir s'installer à Lyon 3 ans après leur mariage, ce dont je me suis réjoui. Je voyais mon fils plus souvent. Nous dînions ensemble. Nous allions voir les matchs de l'Olympique lyonnais quand il valait la peine d'être regardé, ce qui, il faut l'avouer, n'était pas fréquent. La vie semblait, sinon comblée, du moins stable. Puis est venue l'idée de la brasserie. Benoît avait toujours aimé la bière artisanale, pas comme un simple amateur, mais avec de réelles connaissances. Il pouvait parler de fermentation, de la chimie de l'eau, des différences entre une IPA de la côte ouest et une bière de style belge, et rendre cela intéressant même pour quelqu'un comme moi qui buvait surtout ce qui était frais. Il avait passé 2 ans à faire des recherches en parallèle, à suivre des cours le week-end, et même à faire un court stage dans une petite exploitation près de Grenoble. Quand il s'est enfin assis pour exposer son plan, j'ai vu que ce n'était pas impulsif. Il avait fait le travail. La demande était de 320 000 €. En échange, je détiendrai une participation de 30% dans l'entreprise, documentée par un contrat d'association formel. Benoît en avait déjà parlé à un avocat, du moins c'est ce qu'il m'a dit, et il a affirmé que les documents seraient prêts à être signés dans les 2 semaines. Je n'ai pas pris la décision à la légère. Je ne suis pas quelqu'un d'imprudent. J'ai passé 3 semaines à examiner ces projections, à poser des questions, à contester des hypothèses qui semblaient optimistes. J'ai parlé à un conseiller financier. J'ai appelé un de mes amis, Gérard, qui avait investi dans un restaurant dans le vieux Lyon des années auparavant, et je lui ai demandé ce qu'il aurait aimé savoir à l'avance. Le fait est, et c'est important, que Benoît a répondu à chacune de mes questions. Il était patient, minutieux, jamais sur la défensive. C'était le Benoît que je connaissais. C'était mon fils. Ce que je n'avais pas pleinement pris en compte, c'était à quel point Chloé était présente en arrière-plan de chacune de ces conversations. J'ai transféré l'argent en avril, en 2 versements comme demandé, à 2 semaines d'intervalle. Le contrat d'association a été signé, du moins c'est ce que je croyais. J'y reviendrai. Les mois suivants ont été très chargés pour Benoît.
L'espace de l'entrepôt nécessitait des rénovations importantes. Il y avait des permis, des entrepreneurs, des achats d'équipements, des demandes de licence auprès des autorités. Il m'envoyait périodiquement des mises à jour, des photos de l'espace, des notes sur l'avancement. J'ai visité le site 2 fois pendant les travaux. Les 2 fois, Chloé était là, un porte-document à la main, dirigeant les choses avec une efficacité brusque que je devais admirer, même si cela me donnait l'impression d'être un peu encombrant. J'ai remarqué lors de ces visites qu'elle ne me présentait jamais aux entrepreneurs ou aux designers comme le père de Benoît qui avait financé le projet. J'étais simplement présenté comme Jean-Pierre, un ami de la famille. Je n'en ai rien fait sur le moment. J'ai supposé qu'elle était discrète, séparant le personnel du professionnel. Je me suis dit que c'était raisonnable. La brasserie devait ouvrir à la mi-octobre. Benoît me l'avait dit clairement plus d'une fois. La grande inauguration, disait-il, serait un événement le samedi soir. Amis, famille, presse locale, quelques personnes de l'association de quartier. Il a dit qu'il m'appellerait avec la date une fois qu'elle serait confirmée. Octobre est arrivé. J'ai attendu l'appel. Il n'est pas venu. J'ai envoyé 2 messages à Benoît durant la 2e semaine d'octobre pour demander des nouvelles. Il a répondu brièvement les 2 fois. Une fois pour dire, nous finalisons encore les détails. Une fois pour dire bientôt, papa, je te tiens au courant. Je me suis dit qu'ouvrir une entreprise était stressant et que je ne devais pas être trop envahissant. L'appel n'est jamais venu. Dans la première semaine de novembre, j'ai croisé une femme nommée Martine au magasin de bricolage de mon quartier. Martine vivait à 3 rues de chez moi. Son mari François avait fait du conseil des années plus tôt avec le même département de la ville d'où j'étais retraité. Nous avons discuté quelques minutes au rayon peinture. Comme on le fait avec les gens que l'on connaît un peu mais pas intimement. Et puis elle a dit, j'ai entendu dire que l'établissement de Benoît a enfin ouvert. François et moi y sommes allés la semaine dernière. C'était bondé. La bière était excellente. Vous devez être si fiers. Je suis resté là, tenant une boîte de vis à bois, et j'ai senti un grand silence s'installer en moi. J'ai dit quelque chose. Je ne me souviens pas quoi. Quelque chose de poli. Je suis allé jusqu'à ma voiture, je suis resté assis sur le parking pendant environ 10 minutes, puis je suis rentré chez moi. Ce soir-là, j'ai appelé Benoît. Le téléphone a sonné 4 fois et est passé sur messagerie. J'ai rappelé 1 heure plus tard. Même résultat. J'ai envoyé un message, appelle-moi quand tu peux, c'est important. Il n'a pas appelé cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai appelé le numéro principal de la brasserie. Je l'avais trouvé sur leur nouveau site internet, dont on ne m'avait apparemment pas dit qu'il existait. Une jeune femme a répondu. J'ai demandé à parler à Benoît. Elle m'a fait patienter 2 minutes, puis est revenue me dire qu'il n'était pas disponible mais qu'il pourrait me rappeler. Il n'a pas rappelé ce jour-là non plus. Le 3e jour, je me suis rendu à la brasserie. C'était tout ce qu'il avait décrit. Des briques apparentes, un éclairage chaleureux, de longues tables communes, les cuves visibles derrière une vitre le long du mur du fond. C'était un jeudi après-midi et il y avait peut-être 15 personnes à l'intérieur. Cela semblait réussi. Cela semblait réel. Cela ressemblait à quelque chose construit avec soin, avec de l'argent et de l'intention. Benoît n'était pas là, mais Chloé l'était. Elle parlait avec quelqu'un près du bar quand je suis entré. Elle m'a vu immédiatement. Je l'ai deviné à la légère pause dans sa conversation, à la façon dont son expression s'est ajustée. Elle s'est excusée et s'est approchée. « Jean-Pierre » a-t-elle dit, « qu'est-ce qui t'amène » Je l'ai regardé un moment. 63 ans, 31 ans d'expérience professionnelle à analyser les situations et à gérer les imprévus, et j'ai tout de même dû prendre une inspiration avant de dire ce que j'ai dit. J'ai appris par une voisine que l'ouverture avait eu lieu le week-end dernier. Est-ce exact? Elle n'a pas bronché. Elle était douée. Je lui accorde cela. Elle a dit, oui, nous avons fait un pré-lancement il y a environ 10 jours. Nous voulions que cela reste restreint, juste les amis proches et l'équipe. Benoît allait appeler pour le lancement public officiel qui a lieu le mois prochain. C'est un événement différent, plus axé sur les médias et la communauté. J'ai dit, je suis son père. J'ai mis 320 000 € dans ce bâtiment. Je ne faisais pas partie des amis proches. Elle m'a adressé un sourire qui n'atteignait absolument pas ses yeux.
Il a subi beaucoup de pression, Jean-Pierre. Je suis sûr qu'il en avait l'intention. Y a-t-il un contrat d'association signé ici avec mon nom dessus? Une pause. Brève, mais je l'ai saisi. C'est quelque chose dont tu devrais discuter avec Benoît. Je voudrais en discuter maintenant. Où est-il? Il s'occupe d'un problème avec un fournisseur. Je lui dirai de t'appeler. J'ai regardé l'espace une dernière fois. Mon argent était dans ces murs, dans ce bar, dans ces cuves, dans les luminaires et le bois de récupération et les poignées de tirage personnalisés. J'ai dit, dis-lui de m'appeler aujourd'hui, pas demain. Je suis parti. Il a appelé ce soir-là. La conversation a été civile de la manière dont les conversations sont civiles quand les deux personnes font attention à ne pas dire ce qu'elles ont le plus envie de dire. Il s'est excusé pour le manque de communication. Il a dit que l'ouverture s'était organisée plus vite que prévu. Il a dit que les documents d'association étaient en cours de finalisation. Je lui ai demandé de définir ce que cela signifiait. Il a dit qu'il y avait eu une restructuration de l'entité commerciale. Ils étaient passés d'une structure de société en nom collectif à une société par action simplifiée pour des raisons fiscales et de responsabilité, et que la documentation reflétant ma position au capital était mise à jour en conséquence. Je suis ingénieur civil, pas avocat, mais j'ai signé assez de contrats et examiné assez d'accords en 31 ans pour savoir ce que signifie être mis à jour quand quelqu'un le dit en évitant votre regard, même au téléphone. J'ai appelé une avocate le lundi suivant. Elle s'appelait Maître Agnès Lefebvre, une avocate en contentieux des affaires avec un cabinet rue de la République, recommandée par Gérard, dont l'expérience en restauration lui avait au moins appris qui appeler quand les choses tournaient mal. Je lui ai tout apporté. J'avais les courriels, les relevés de virements bancaires, le plan d'affaires original que Benoît m'avait donné et la copie du contrat d'association que j'avais signé. Elle a examiné les documents puis m'a regardé par-dessus son bureau avec cette expression particulière qu'ont les avocats quand ils ont quelque chose de désagréable à dire. Le contrat que vous avez signé, a-t-elle dit, fait référence à une association entre vous et votre fils personnellement, mais la brasserie est maintenant enregistrée sous une société par action simplifiée. Votre accord n'a jamais été transféré à la société. Légalement, à ce stade, vous avez une créance contre votre fils personnellement, mais vous n'avez aucune part de propriété documentée dans l'entreprise elle-même. Je suis resté silencieux un moment. Est-ce que cela a été fait intentionnellement, ai-je demandé. Je ne peux pas répondre à cela, a-t-elle dit. Mais je peux vous dire que cela n'est pas arrivé par accident. Elle m'a conseillé d'envoyer une mise en demeure formelle à Benoît exposant ma position et demandant soit une documentation correcte de ma part au capital, soit le remboursement de l'investissement avec intérêt. Elle a dit que cela établirait une trace écrite avant d'envisager toute autre action. Je lui ai dit de procéder. Ce qui est arrivé ensuite n'était pas ce que j'attendais. La réponse de Benoît à la lettre n'a pas été un appel téléphonique, ni une demande de rendez-vous, ni une conversation. C'était une lettre d'un avocat, un autre avocat que je ne connaissais pas, affirmant que mon investissement volontaire avait été fait à titre de don pour soutenir l'effort entrepreneurial d'un membre de la famille, et que je n'avais aucun droit légal à départ dans la société. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis j'ai appelé Agnès. Il a un avocat maintenant, j'ai dit. Je vois cela, a-t-elle répondu après que je lui ai lu la lettre. Jean-Pierre, je dois vous demander quelque chose et je veux que vous réfléchissiez bien avant de répondre. Existe-t-il quoi que ce soit, une conversation, un courriel, un message texte où vous auriez utilisé le mot cadeau ou don en relation avec cet argent? J'ai réfléchi attentivement et je me suis souvenu que 14 mois plus tôt, lors d'une des premières conversations sur l'investissement, j'avais envoyé un message à Benoît. J'avais été ému. C'était autour de l'anniversaire du décès de Françoise, et Benoît et moi avions parlé de la fierté qu'elle aurait eue pour lui. Dans le message, j'avais écrit quelque chose comme « Je veux faire cela pour toi, considère cela comme le cadeau de ta mère pour toi à travers moi. » J'ai retrouvé le message. Je l'ai lu. J'ai compris immédiatement pourquoi un avocat avait conseillé à Benoît de s'en servir. J'ai envoyé une capture d'écran à Agnès. Elle est restée silencieuse un moment. Cela complique les choses, a-t-elle dit. Cela n'élimine pas votre dossier, mais cela leur donne un argument. Si cela va au tribunal, un juge pèsera ce message par rapport au contrat d'association signé. L'issue n'est pas certaine. Je lui ai demandé quelles étaient mes options. Elle me les a exposées. Je pouvais poursuivre en justice, ce qui serait coûteux, lent,
incertain et détruirait très probablement ce qui restait de ma relation avec mon fils. Je pouvais tenter une médiation où je pouvais essayer de rassembler plus d'informations avant de décider quoi que ce soit pour mieux comprendre ce qui s'était réellement passé et pourquoi. J'ai choisi la troisième option en premier. Je suis de nature ingénieur. Je crois qu'il faut comprendre un système avant d'essayer de le réparer. J'ai décidé que je devais comprendre ce qui s'était réellement passé dans cette entreprise, qui avait pris quelle décision, quand et pourquoi. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai fait quelque chose avec lequel je n'étais pas tout à fait à l'aise mais que je croyais nécessaire. J'ai parlé discrètement à des gens. J'ai contacté 2 des entrepreneurs qui avaient travaillé sur la rénovation, des hommes que j'avais rencontrés lors de mes visites sur le site, et je les ai invités à prendre un café sous prétexte d'obtenir des recommandations pour des travaux dans ma propre maison. J'ai contacté une femme nommée Simone qui avait travaillé brièvement comme coordinatrice d'événements pour la brasserie avant de partir dans des circonstances qui n'avaient apparemment pas été très plaisantes. Ce que j'ai appris de Simone a tout changé. Simone m'a raconté avec prudence ce qu'elle savait par rapport à ce qu'elle avait observé. Elle m'a dit que dans les mois précédant l'ouverture, c'était Chloé, et non Benoît, qui avait pris la majorité des décisions commerciales. Que Chloé avait fortement insisté pour constituer la société sans mettre à jour mon contrat. Que lorsque Benoît avait exprimé des inquiétudes à ce sujet, Chloé lui avait dit que Jean-Pierre comprendrait et que Jean-Pierre ne voulait pas vraiment être impliqué dans les décisions quotidiennes de toute façon. Elle m'a aussi dit que Chloé avait été en contact avec un homme nommé Damien, un ancien associé de Chloé de l'époque où elle était à Paris, qui était apparemment positionné comme un second investisseur dans la brasserie. Quelqu'un qui prendrait une participation dans la société à des conditions nettement plus favorables que ce qui m'avait été promis. J'ai réfléchi à cela pendant longtemps. J'ai pensé à mon fils que j'avais vu grandir, qui avait hérité de la patience de sa mère et du rire de sa mère, qui s'était assis en face de moi 18 mois auparavant avec des tableurs et de la sincérité et m'avait demandé de croire en lui. J'ai pensé au message que j'avais envoyé le jour de l'anniversaire du décès de Françoise, où j'avais laissé mon chagrin parler un instant et qualifié l'argent de cadeau. Et j'ai pensé à ce que Françoise aurait dit si elle était assise en face de moi à la table de la cuisine en ce moment même. Elle avait toujours été meilleure que moi pour cela, pour voir la situation dans son ensemble. Pour séparer la personne du problème, pour savoir quand être ferme et quand être doux, et comment ces 2 choses étaient parfois les mêmes. J'ai pris une décision. J'ai appelé Benoît un samedi matin. Il a répondu à la 2e sonnerie. J'ai dit, je ne veux pas te poursuivre. Je ne veux pas d'avocat entre nous. Je veux te voir pour le petit déjeuner. Juste nous 2. Sans Chloé. Et je veux que tu me dises la vérité sur ce qui s'est passé. Et je veux que tu me dises ce que tu veux réellement, pas ce qu'on t'a dit de vouloir. Il y a eu un silence au bout du fil. Un long silence. Il a dit, d'accord. Oui. D'accord. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie sur l'avenue de Saxe, le genre d'endroit avec des menus plastifiés et du café correct sans aucune ambiance particulière, ce qui signifiait que nous devions nous regarder l'un l'autre plutôt que n'importe quoi d'autre. Il est arrivé avec l'air de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis un certain temps. Il ne m'a pas tout dit d'un coup. C'est sorti par morceaux, comme les choses difficiles sortent habituellement. Il m'a dit que Chloé avait géré le processus de constitution de la société et qu'il lui avait fait confiance pour s'occuper des détails. Que lorsqu'il s'était rendu compte que mon contrat n'était pas reconduit, il l'avait interrogé à ce sujet et elle lui avait dit de ne pas s'inquiéter, que cela serait réglé. Qu'au moment où il avait pleinement compris ce qui s'était passé, ils avaient déjà ouvert et l'entreprise tournait et il lui semblait trop tard pour faire marche arrière. Il m'a dit que Damien était bien réel, que Chloé négociait avec lui depuis des mois sans le dire à Benoît, et que Benoît ne l'avait appris que 3 semaines plus tôt après que j'ai envoyé la mise en demeure formelle. Il m'a regardé à travers la table avec les yeux de sa mère et a dit, « Je suis désolé, papa. Je ne savais pas comment réparer ça une fois que c'était cassé. Je pensais que si je continuais d'avancer, ça finirait par s'arranger tout seul. » J'ai regardé mon café. J'ai pensé à mes 31 ans à construire des choses physiques réelles, des ponts et des routes et des systèmes de drainage, et comment le principe qui importait le plus dans tout cela était que l'on ne pouvait pas réparer des fondations défectueuses en construisant plus haut. Il fallait revenir au sol. J'ai dit, je ne suis pas intéressé par l'idée de te prendre ton entreprise. Je ne l'ai jamais été. Je veux ce qui m'a été promis, 30% de part dans ce que tu as réellement construit, correctement documenté avec un avocat en qui nous avons tous les 2 confiance.
Et je veux que Damien soit exclu de tout accord qui utilise mon argent comme fondation. Il a acquiescé. Il ressemblait pour la première fois depuis des mois à mon fils. Et Benoît, j'ai dit, ton mariage est ton affaire. Je ne vais pas te dire quoi faire là-bas, mais je veux que tu réfléchisses très attentivement à ce que tu peux construire sur des fondations où des décisions importantes sont prises sans que tu le saches. Ce n'est pas un commentaire. C'est de l'ingénierie. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il a dit, maman aurait dit la même chose. Je sais, j'ai dit. Elle était plus intelligente que nous deux. Ce qui a suivi n'a été ni simple ni rapide. Agnès et un nouvel avocat que Benoît a engagé, quelqu'un de son choix et non une recommandation de Chloé, ont passé 6 semaines à travailler sur la documentation. La société par action simplifiée a été restructurée. Ma participation de 30% a été officiellement reconnue. Damien n'a pas été intégré comme investisseur. Chloé a contesté plusieurs éléments du processus, mais Benoît, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre, a tenu bon. La relation entre Benoît et Chloé n'a pas survécu à l'année. Ce n'était pas quelque chose que je recherchais ou que je célébrais. Mon fils a traversé une épreuve douloureuse, et le voir la traverser a été douloureux pour moi. Ils se sont séparés au printemps suivant. Le partage de leurs biens communs, y compris les questions autour de la brasserie, a pris des mois à se régler et a coûté à chacun d'eux plus qu'il ne l'avait prévu. Ce qui est resté quand tout a été terminé, c'est ceci, une entreprise qui était véritablement bonne, qui fonctionnait véritablement bien sur le boulevard de la Croix-Rousse. Une participation de 30% détenue par un vieil ingénieur qui s'y rend occasionnellement le vendredi soir, s'assoit au bar et boit un verre de quelque chose que son fils a fabriqué. Et une relation avec ce fils qui a dû être démolie et reconstruite depuis les fondations, ce qui, comme n'importe quel ingénieur vous le dira, est la seule façon de construire une structure qui durera vraiment. Je ne raconte pas cette histoire parce que je veux de la sympathie ou parce que je pense être totalement sans reproche. J'ai été trop confiant pendant trop longtemps. Je me suis laissé manipuler. J'ai envoyé un message plein de chagrin et d'amour et j'ai appelé 320 000 € un cadeau. Et cette imprudence a failli me coûter tout ce pour quoi j'avais travaillé. Je la raconte parce que je pense que beaucoup de gens, surtout les gens de mon âge, les gens qui ont passé leur vie à construire des choses pour les autres, qui mesurent l'amour par le sacrifice et le soutien, font la même erreur que moi. Nous confondons la générosité avec la capitulation. Nous supposons que parce que nous aimons quelqu'un et que nous lui faisons confiance, les protections juridiques et financières qui existent pour nous protéger n'ont pas besoin de s'appliquer. Elles s'appliquent. Elles s'appliquent toujours. L'amour n'est pas un substitut à un contrat correctement rédigé. La confiance n'est pas un substitut à la documentation. Et les gens qui vous aiment le plus, s'ils sont véritablement dignes de votre confiance, ne vous demanderont jamais de choisir entre les deux. Cette histoire nous rappelle cruellement que les relations familiales et les affaires forment un mélange explosif si les règles ne sont pas fixées dès le départ. En France, le droit des sociétés est très strict, et pourtant, comme Jean-Pierre, beaucoup de parents hésitent à agir de manière formelle avec leurs propres enfants par peur de paraître méfiants. C'est précisément cette pudeur émotionnelle qui crée des failles dans lesquelles des tiers, comme Chloé ici, peuvent s'engouffrer. L'analogie avec l'ingénierie est frappante, une structure humaine, tout comme un pont ou un bâtiment, ne peut pas tenir si la base est corrompue par des non-dits ou des manipulations. Le courage de ce père n'est pas seulement d'avoir protégé son argent, mais d'avoir forcé son fils à regarder la réalité en face avant que tout ne s'effondre. C'est une leçon de vie sur la différence entre donner par amour et se laisser dépouiller par naïveté. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu le courage de confronter votre propre fils pour protéger vos économies de toute une vie, ou auriez-vous laissé faire pour préserver la paix familiale? Pensez-vous que Chloé était la seule responsable, ou Benoît est-il